celle-ci se calme. Ces rares et brèves relâches sont d'un effet dramatique inexprimable pour en dire le moins. Les agités en restent cloués sur place, dans des postures souvent extravagantes, et l'immobilité décuplée des vaincus et sédentaires fait paraître dérisoire celle qu'ils affichent d'habitude. Les poings en voie de cogner sous l'effet de la colère ou du découragement se glacent à un point quelconque de l'arc pour n'achever le coup ou série de coups qu'une fois l'alarme passée. Similairement, ceux surpris en train de grimper ou de porter l'échelle ou de faire l'infaisable amour ou tapis dans les niches ou rampant dans les tunnels. Mais au bout d'une dizaine de secondes, le frémissement reprend et au même instant tout rentre dans l'ordre. Ceux qui erraient recommencent à errer et les immobiles se détendent. Les accouplés reprennent le collier et les poings se remettent en marche. La rumeur, qui s'était tue comme coupée au commutateur, remplit de nouveau le cylindre. Parmi tous les composants dont elle est faite, l'oreille finit par distinguer un faible grésillement d'insectes qui est celui de la lumière elle-même et le seul qui ne varie pas. Entre les extrêmes qui contiennent la vibration, l'écart n'est guère plus que de 2 ou 3 bougies, ce qui fait qu'à la sensation de jaune s'ajoute celle plus faible du rouge. Bref, un éclairage qui non seulement obscurcit mais brouille par-dessus le marché. Rien n'empêche d'affirmer que l'œil finit par s'habituer à ces conditions et par s'y adapter, sinon que c'est plutôt le contraire qui se produit, sous forme d'une lente dégradation de la vue, ruinée à la longue par ce rougeoiement fulgineux et vacillant, et par l'effort incessant toujours déçu, sans parler de la détresse morale se répercutant sur l'organe. Et s'il était possible de suivre de près, pendant assez longtemps, 2 yeux donnés, bleus, de préférence en tant que plus périssables, on les verrait s'écarquiller toujours davantage et s'injecter de sang de plus en plus, et les prunelles se dilater progressivement jusqu'à manger la cornée tout entière. Tout cela, évidemment, dans un mouvement si lent et si peu sensible que les intéressés eux-mêmes ne s'en aperçoivent pas, si cette notion est maintenue. Et pour l'être pensant, venu se pencher froidement sur toutes ces données et évidences, il serait vraiment difficile, au bout de son analyse, de ne pas estimer à tort qu'au lieu d'employer le terme « vaincu », qui a, en effet, un petit côté pathétique et désagréable, on ferait mieux de parler d'aveugle tout court. L'effet de ce climat sur l'âme n'est pas à sous-estimer, mais elle en souffre certainement moins que la peau, dont tous les systèmes de défense, depuis la sueur jusqu'à la chair de poule, se trouvent à chaque instant contrariés. Elle continue néanmoins de se défendre, mal, certes, mais honorablement au regard de l'œil, qu'avec la meilleure volonté du monde, il est difficile de ne pas vouer au terme de son effort à la cécité effective. Car lui-même, Poe à sa façon, sans parler de ses liquides et paupières, il n'a pas qu'un seul adversaire. Ce dessèchement de l'enveloppe enlève à la nudité une bonne partie de son charme en la rendant grise et transforme en froissement d'ortie la succulence naturelle de chair contre chair. Les muqueuses elles-mêmes sont touchées. Ce qui serait sans gravité n'était la gêne qui en découle pour l'amour. Mais même à ce point de vue, le mal n'est pas grand, tant dans le cylindre l'érection est rare. N'empêche qu'elle se produit, suivie de pénétrations plus ou moins heureuses dans le tube le plus proche,
Il arrive même à des époux, en vertu de la loi des probabilités, de se rejoindre de cette façon sans s'en rendre compte. Le spectacle est curieux alors, des ébats qui se prolongent, douloureux et sans espoir, bien au-delà de ce que peuvent en chambre les amants les plus habiles. C'est que la conscience est aiguë chez chacun et chacune, de combien l'occasion est rare et peu probable son retour. Mais là aussi, il y a suspension et immobilité de mort dans des attitudes frôlant parfois l'obscène, quand les vibrations s'arrêtent et aussi longtemps que dure cette crise. Encore plus curieux à ce moment-là, s'il n'était si peu visible, tous les yeux furteurs qui se fichent en chemin et se braquent sur le vide, ou le haïssable de toujours, dont d'autres yeux, et comme ils plongent alors les uns dans les autres dans des regards faits pour se fuir. Entre ces coupures, des intervalles irréguliers si longs que pour des sans-mémoire pareils, chacune est la première, d'où chaque fois la même vivacité de réaction comme à une fin de monde, et le même bref étonnement quand, le double orage ayant repris, ils se remettent à chercher, ni soulagés, ni même déçus. Sol et murs sont vierges de toute marque pouvant servir de point de repère. Le grimpeur qui emporte son échelle pour la dresser à un autre endroit le fait un peu au jugé. Ceci dit, il existe un or sous forme d'un vaincu, ou mieux d'une vaincue, ou mieux encore de la vaincue. Elle est assise contre le mur, les jambes relevées. Elle a la tête entre les genoux et les bras autour des jambes. Les cheveux, ternis par l'éclairage, lui cachent le visage et tout le devant du corps, y compris l'entrejambe. Elle est le Nord, elle, plutôt qu'un autre vaincu quelconque, en raison de sa fixité plus grande. À qui, exceptionnellement, veut faire le point, elle peut servir. Telle niche, pour le grimpeur, peu enclin aux acrobaties évitables, peut se trouver à tant de pas ou de mètres, à l'est ou à l'ouest de la vaincue, sans, naturellement, qu'il la nomme ainsi ou autrement même en pensée. Il est défendu, évidemment, de refuser le visage ou toute autre partie du corps aux chercheurs qui ont fait la demande et qui peut, sans crainte de résistance, écarter les mains des chairs qu'elle cache et soulever les paupières pour examiner l'œil. C'est ainsi que les cheveux de la vaincue ont été maintes fois relevés et écartés, et la tête soulevée, et mis à nu le visage, et tout le devant du corps jusqu'à l'entrejambe. L'inspection terminée, il est d'usage de tout remettre soigneusement en place, autant que faire se peut. Ainsi de suite à l'infini, jusqu'à ce que, vers l'impensable fin, si cette notion est maintenue, seul un dernier cherche encore par faible à-coup. Le voilà en effet, ce dernier, si c'est un homme, qui lentement se redresse et au bout d'un certain temps rouvre les yeux brûlés et se fraye un chemin jusqu'à cette première vaincue, si souvent prise comme repère. À genoux, il écarte la lourde chevelure et soulève la tête qui n'offre pas de résistance. Dévoré, le visage mis ainsi à nu, les yeux enfin, par les pouces sollicités, s'ouvrent sans façon dans ces calmes déserts.
Il promène les siens jusqu'à ce que, les premiers, ces derniers se ferment, et que la tête, lâchée, retourne à sa vieille place. Lui-même à son tour, au bout d'un temps impossible à chiffrer, trouve enfin sa place et sa pose. Sur quoi le noir se fait en même temps que la température se fixe dans le voisinage de 0. Se tait du même coup le grésillement d'insectes mentionné plus haut, d'où, subitement, un silence plus fort que tous ces faibles souffles réunis. Voilà, en gros, le dernier état du cylindre et de ce petit peuple de chercheurs dont un premier, si ce fut un homme, dans un passé impensable, baissa enfin une première fois la tête, si cette notion est maintenue.